Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission où j'ai l'immense honneur d'accueillir un cher ami, Jordan. Bonsoir. Alors, tu es le bienvenu. Et je te remercie de m'avoir invité. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. D'ailleurs, tu seras sans doute réinvité. Pour cette émission, j'ai prévu plusieurs petites choses pour le bon plaisir de nos auditeurs ou spectateurs pour ceux qui regardent la vidéo. C'est vrai qu'il faut que je poste les podcasts. J'ai oublié de le faire. Donc, ce que je te propose, que nous commencions tout simplement par une petite dégustation. Voici un rhum. Un rhum du Venezuela qui a eu quand même 2 fois la médaille d'or de la compétition mondiale des spiritueux. Alors tu sais, je suis d'origine antillaise, le rhum, moi ça me dit bien. Ah, le rhum. Le rhum et le... C'est quoi la danse déjà de... Le zouk C'est le zouk. Alors là, on va pas faire du zouk, mais effectivement, non, moi, ça me dit bien. J'en mets pas trop pour histoire qu'on finisse. Je disais, j'en mets pas trop histoire qu'on finisse pas allumé. Je pense que ça ira, mais là, au moins, c'est oui, pour rentrer dans le... Oui, Tiens. Je te remercie. Et moi je trouve que déguster un rhum ça se fait toujours avec un petit chocolat. D'accord. Parce que je trouve que moi, au niveau du goût, le chocolat va très très bien avec le rhum. Celui-là me dit bien. Donc on va faire Est-ce que la régie veut un petit chocolat? Mais alors si je puis me permettre, je crois que c'est un peu la tradition dans ton émission qu'on déguste un petit verre ou... Alors non, on l'avait pas fait les autres fois, mais je pense que les autres fois on n'avait pas d'alcool. Ah. Donc c'est une tradition qui va rester, c'est une première. Laquelle je vais prendre, eh ben écoute, je vais goûter ça et donc on va faire notre petite dégustation. Alors je t'attends parce que... Alors, je trouve que c'est un peu des odeurs de cacao. Tu trouves pas un peu fève de cacao? Alors là, franchement, moi, pourtant j'ai lu le parfum de Patrice Suskind, mais niveau... Alors là, moi, mon nez, je sens que ça sent du rhum. C'est déjà un bon... C'est déjà ça, c'est déjà... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de le goûter, mais Oui. Je suis très mauvais, on va être honnête. On va être honnête, on va faire Je suis ça. très On va mauvais. arrêter de faire semblant. Mais par contre, je suis un très bon goûteur. Bah, en goûtons alors. À la tienne. À la tienne. Attends. Ah. Bah, quand même. Et merci. Je t'en prie. Ah, il est excellent. Ah, il est vraiment excellent. Il est excellent, franchement. Alors. Ça tombe. Ah, la régie, intervention de la régie. Non, mais il faut arrêter de tout toucher. Voilà, parfait. Alors, cette émission, c'est bien, ça commence dans les bons... Alors, tu me disais que c'était un rhum du Venezuela, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, il est très très bon. Hein. Il Alors, réchauffe, il est très très bon. Est-ce que tu veux qu'on commence à goûter avec le petit chocolat? Volontiers. On est bien. On est très bien. L'association des arômes est parfaite. Limite là on fait un peu de la ASMR si tu veux. Ah oui, non mais... On fait, attends. Franchement les amis, là, avec Adrien, on est très très bien. C'est pour ça moi je vous dis, vous êtes bienvenus sur ce plateau. Je sais vous recevoir. Je saurai vous recevoir. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Si vous avez des choses intéressantes à dire, vous serez vraiment le bienvenu sur ce plateau. Il le dira pas, mais surtout abonnez-vous, likez et allez sur sa chaîne YouTube. C'est très important. Ça c'est très important. Mettez la cloche comme on dit. Exactement. Non, maintenant la nouvelle mode c'est de dire enregistre cette vidéo. Ah. T'as vu, avec sur Armac il le fait. Ah oui, enregistre. Oui, c'est vrai que c'est... Moi je le fais jamais, mais c'est vrai que enregistrer la vidéo ça permet de pouvoir la regarder à loisir, mais... Je pense que, je sais pas s'il y a un truc dans l'algorithme d'Insta qui fait que si tu enregistres une vidéo, ça... Oui, je crois, oui, en fait, c'est... Alors moi, je suis pas non plus un expert, mais effectivement, il y a comme... En fait, c'est comme le taux d'engagement. C'est le fait d'enregistrer, c'est comme un marqueur fort. Et ils se disent, ah oui, il a vraiment aimé parce qu'il a vraiment voulu que cette vidéo soit enregistrée. Donc, ouais, je pense. Bon, la dégustation était bonne. Le chocolat était bon pour la régie. Très, ok. Tiens, tu as des jolies chaussettes, c'est couleur prune, c'est ça?
Ouais, alors je suis très mauvais en nom de couleur, mais il me semble que c'est du prune. En tout cas, moi, comme tu le sais, hein, j'aime la couleur et Ça va être un des sujets de l'émission. Et je trouvais que ça allait très très bien avec du vert, tu vois, un petit peu une opposition. Et je trouve que c'est des couleurs qui se marient très bien. Bon, on va commencer cette émission après cette délicieuse dégustation et je pense à nos chers téléspectateurs qui n'ont pas pu goûter ces merveilles malheureusement. Mais moi, ce que je vous conseille, mes chers téléspectateurs, allez vous chercher un whisky, un rhum et regardez cette émission en fumant un bon cigare et en buvant un bon coup. C'est toujours plus agréable. C'est ce que je fais. Alors je le fais pas dans ma chambre parce que sinon après je peux pas dormir. J'avais un ami qui se reconnaîtra d'ailleurs je lui avais prêté mon petit appart à Paris et il avait fumé des roulés et ça sentait pendant 3 jours, c'était l'enfer. Je lui en ai un peu voulu mais c'est un de mes 3 meilleurs amis, cet homme là c'est un homme en or donc je lui pardonne tout. Voilà, il se reconnaîtra. On te passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Donc moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on parle de ton parcours un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, tu vois, je le reconnais, je viens d'une famille où on s'habille bien, tu vois. J'ai eu cette... C'est vrai que quand on me demande, on m'a déjà posé la question, c'est quoi ton déclencheur? Moi je dis, j'ai jamais eu de déclencheur, j'ai toujours vécu un peu là-dedans. Après, vraiment, le sarto comme on le vit, c'est plus tardif, mais j'étais déjà un peu all money, tu vois, les trucs un peu dans le style. Et après, progressivement, après mes 18 ans, mais ça arriverait, j'ai écumé les friperies, j'ai acheté des petites vestes, des vestes en tweed, des trucs comme ça. Ça s'est affiné au fil du temps, ça arrivait progressivement. Mais je dois quand même le reconnaître, l'entrée en dur dans le milieu sarto, ça a été quand même les vidéos de Jacomet. Faut lui reconnaître, tu vois. Moi, je suis assez critique de certaines choses, mais honnêtement, il fait quand même un travail d'une immense qualité et surtout, pour les gens qui commencent, c'est très bien. Et voilà, mais moi je sais que tu m'avais dit lors de nos discussions que tu n'avais pas du tout le même parcours et moi je suis très curieux de ton parcours. Alors, pour le faire très simplement, j'ai aimé beaucoup ton introduction parce que ça me permet de rebondir. Et moi c'est vrai que je n'ai pas démarré ma vie en portant des costumes. J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie et notamment il y a toujours la première étape quand on porte son premier costume. Je crois que de mémoire ça a été, je devais avoir 18 ou 19 ans, alors voilà, j'avais eu un entretien j'avais un entretien à passer pour une école de communication. Et cette école de communication faisait des entretiens. Et alors, ce qui se trouve, c'est que je n'avais pas à l'époque de costume. Je suis allé acheter un costume, j'ai pris un costume noir horrible. Mais ça a été ma première expérience. Et pour te dire, alors ça, je te remercie. Ça, c'est un peu le comble. Alors ça, c'est vraiment... ne faites jamais ça, les amis. C'est de porter un costume avec une chemise. Mais la chemise, elle n'était même pas rentrée dans le pantalon. Elle sortait. Donc là, vous vous dites, mais ce monsieur-là qui est très élégant, tout ça, il y a des étapes. Et en fait, la première expérience, quand on ne sort pas peut-être d'une famille où on porte le costume, c'est qu'on fait n'importe quoi. On n'a personne pour nous éduquer. On est un peu livré à nous-mêmes. Et en fait, on ne sait même pas porter le costume. Et c'est vrai que moi, ça a été ma première expérience, un peu foireuse. 10 ans plus tard, je passe les détails parce que sinon ce serait trop long, mais je me suis souvenu qu'à une époque, quand j'avais 19-20 ans et je travaillais pour une entreprise de communication dans la téléphonie mobile, en fait, on portait tout le temps le costume. Et j'adorais ça. C'était des costumes qui étaient vraiment horribles, en polyester, les cravates étaient en polyester, mais j'aimais ça. Et donc 10 ans plus tard, quand je suis rentré dans la fonction publique en tant que cadre, tout de suite, la première chose que je me suis dit quelques mois plus tard, c'est tu te souviens quand il y a 10 ans en arrière, tu portais tout le temps les costumes, à tel point que j'allais même en date, alors que dans mon milieu, personne n'aurait fait ça. Je me souviens que j'étais en discussion avec une très charmante femme. J'étais parti en costume et tout le monde me prenait pour un fou. À l'époque, on était la plupart s'habillaient pas en survêt mais en sportwear. Ouais. Et c'était vraiment, pour te dire, ça tranchait vraiment. Et à l'époque, moi, j'aimais beaucoup m'habiller comme ça. Et je me suis souvenu de cette époque et je me suis dit,
tiens, ce serait marrant de se remettre à s'habiller un peu comme ça. Mais il y avait aussi la deuxième chose, c'était que j'achetais énormément de vêtements pas très chers, pas très bien coupés, de mauvaise qualité. Et je me suis dit, on va arrêter tout ça. On va acheter des choses de bonne qualité, mais on va acheter moins. C'est le truc, acheter moins, mais acheter mieux. Et donc, on arrive tout de suite à se demander, mais qu'est-ce que je vais acheter? Parce que c'est bien d'acheter moins, mais est-ce que je rentre dans la prochaine boutique et je me dis, ah bah tiens, j'achète ça ou j'achète ça? Non. J'ai commencé à faire comme tout le monde. J'ai tapé conseils, recommandations et je suis arrivé sur... bon là, je pense que les auditeurs doivent connaître Bonne Gueule. Tu arrives sur toutes ces recommandations dans les personnes qui sont bien référencées, hein, parce qu'on en est là, hein, de la question du référencement. Et je crois que les premiers à arriver un peu en tête de liste, c'était Bonne Gueule, Hugo Jacomet avec les discussions sartoriales. Qu'on salue quand même. Qu'on salue. Et en fait, j'ai découvert ça un petit peu petit à petit. Et par petites touches, j'ai commencé à porter. Alors, j'ai toujours porté quand j'avais à peu près, à partir de peut-être 22, 23, 24 ans, j'ai quand même toujours aimé porter des chemises. Et au travail, je portais toujours des chemises. Mais j'ai commencé à porter des chemises et au lieu de porter peut-être, je sais pas moi, peut-être des pulls ou j'en sais rien, j'ai commencé à substituer certaines pièces du vestiaire. Je ne saurais pas dire lesquelles, peut-être les chinos, je ne saurais pas dire, ou en tout cas peut-être les baskets. J'ai tout changé par des choses un peu plus sartoriales, c'est-à-dire des costumes, des vestes. Je portais des chemises, mais je portais des chemises avec des vestes, ou je commençais à porter du costume. Et en fait, quand tu te mets, quand tu commences à t'habiller un peu différemment, après tu y prends goût, et de fil en aiguille, tu en arrives à t'habiller un peu comme ça. Mais c'est par différentes touches. Alors, je vais te poser une question. Avant, je vais faire une précision. Prends ton temps parce que là... Petite précision, moi je repense quand tu parlais du costume et de la chemise hors du pantalon. Ça, c'est un truc où pendant longtemps j'ai cru que si on avait un bon costume, si on avait une chemise moche, ça passait. Mais en fait, avec du recul aujourd'hui, je me dis, vaut mieux... en fait, on sous-estime la chemise et je pense que c'est vraiment important d'investir dans des chemises de qualité parce que c'est un truc qu'on voit puisque ça serre autour du cou et donc c'est ce qui se rapproche le plus du visage. En fait, c'est très important et ça se voit tout de suite. Une chemise moche, mal coupée qui tire, et ça va être horrible même si vous avez un beau costume. Donc ça, c'est le premier truc que je dirais, c'est conseil que je donnerais, c'est si vous devez faire votre transition sartoriale, la première chose dans laquelle vous devez vous devez peut-être investir. Alors, il y a plein de trucs, on va discuter, c'est là ma question. Mais les chemises, c'est très important, il ne faut pas sous-estimer la chemise. Et maintenant, ma question que j'aimerais te poser, c'est toi, s'il y a un petit gars, mettons, un de nos auditeurs, il porte, il travaille dans une start-up, il porte des baskets, mais mettons quand même de jolies baskets, des jeans. Ouais. Il n'est pas non plus en jogging, mais voilà, il porte des jeans, des t-shirts, il doit avoir une ou deux chemises. Un petit pull, il se dit tiens, j'aimerais commencer ma transition sarto. Ouais. Toi, il regarde nos vidéos, il se dit ah ouais, franchement ça me donne envie. Qu'est-ce que toi tu lui conseillerais, comment tu lui dirais de faire sa transition? Oula, ça en même temps c'est une très très bonne question. Je dirais que le meilleur conseil que je peux faire, c'est d'aller dans les friperies. Pourquoi? Alors, c'est par rapport à mon expérience personnelle, ça c'est vraiment... En fait, tu peux très facilement faire les pires erreurs qui soient coûteuses. Par exemple, la première erreur qui serait... certains pourraient peut-être critiquer, mais c'est pas grave, mon point de vue, mais moi ça c'est à titre personnel, c'est que tu peux très facilement aller à te dire, par exemple... j'ai de l'argent. Admettons, tu as de l'argent, te dire je vais aller chez le tailleur, je vais aller chez n'importe quelle boutique et acheter un costume. Mais en fait, ce que tu vas peut-être t'apercevoir, c'est que peut-être 2-3 mois plus tard, tu ne porteras plus ce costume parce que soit
tu auras fait des revers un peu trop grands ou tu auras choisi peut-être des couleurs qui ne te plaisent pas. Et en fait, tu vas très vite t'apercevoir qu'on parle d'un style qui est plus ou moins intemporel, mais nos goûts peuvent très vite évoluer dans la sphère sartoriale. Et moi, je conseille vraiment aux personnes qui connaissent pas, vraiment qui connaissent rien, de pas se ruiner et d'apprendre à se connaître. Tu vois, ce truc d'apprendre à se connaître avec ses goûts et de commencer, comme on a été tout à l'heure, par exemple, chez The Manchego. Ça, c'est la petite pub. Hein. Mais, je vais en parler, moi, des friperies après, mais effectivement, et même c'est plus économique parce que en friperie, ça va coûter moins cher avec de meilleures matières. Ce qu'il faut savoir l'œil, en fait, ce qu'il faut, quand vous allez écumer les friperies, vous allez former votre œil en fait progressivement. C'est une école en fait. C'est une vraie école. Moi j'ai commencé par là. J'ai très peu de trucs en. J'ai jamais fait. Enfin, j'ai fait sur internet des chemises sur mesure, bon, qui n'étaient pas si bonne qualité. En fin de compte, déjà il y a des prêt-à-porter. Parfois, il y a la mode du sur mesure maintenant. Oui. Mais il y a des trucs sur mesure qui sont pas forcément de bonne qualité. Il y a des trucs en prêt-à-porter qui sont de très bonne qualité. Et globalement, j'en ai pas tant que ça dans mon vestiaire, mais moi même à Paris, vous allez me dire, à Paris, je connais des boutiques où les chemises et les gilets comme ça sont à 5 €. Les vestes, j'ai trouvé une magnifique veste croisée à 10 €. Et après, si vous allez dans des boutiques plus spécialisées, tu as cité The Manchego, c'est ça ? Voilà. Il y a chez Amar, ça va coûter un peu plus cher, ça va coûter entre 100, 150, peut-être 200 €. Mais vous allez avoir un magnifique costume avec parfois des marques. On en a vu un de chez Arnis, un Chiffonelli. Tu peux trouver du Chiffonelli. On peut trouver du Chiffonelli pour des prix tout à fait abordables. Et ça sera écoute, un costume. Ce costume, je l'ai eu en prêt-à-porter, je vais être honnête. Il m'a coûté 300 €. Moi, je préfère aller dans une boutique et ça fait quelques années. J'étais pas encore totalement dans le monde sartorial quand j'ai eu ce costume. On me l'a offert parce qu'il me fallait un costume bleu. Mais aujourd'hui, moi j'ai trouvé de magnifiques trouvailles en sur-mesure à moins de 300 € et qui seront encore de meilleure qualité. Oui. Ben, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment une école de formation et en fait, il y a la plupart des personnes, chacun fait en fonction déjà de ses moyens, mais surtout, j'ai eu tellement d'exemples et j'en suis le plus parfait, c'est de se dire qu'on a de l'argent, on achète, et 2 mois plus tard, on se retrouve, une fois qu'on a formé un petit peu son goût, et puis surtout avec le regard des autres, de se dire ah oui mais tiens peut-être que au début je commence avec des coupes qui sont un peu plus resserrées et on commence ça c'est l'échelle de progression sartoriale chère à Hugo Jacomet. C'est en fait tout simplement il y a des étapes et ton goût et ton regard s'affinent en fonction des étapes et l'une des premières étapes c'est de passer d'un pantalon peut-être à 17-18 cm en bas de pantalon à peut-être des coupes un peu plus amples à 22, 23, à 24. Et ça, par exemple, ça c'est vraiment cette étape-là, elle peut arriver. Mais quand tu as mis, par exemple, je sais pas moi, peut-être 700, 800 ou peut-être 1000 ou 1200, ça, selon le tissu, ou dans une marque de prêt-à-porter, mais qui est à peu près aux alentours de 700-800 €. Eh ben, ça fait quand même mal de se dire bah merde, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le revendre à moitié prix sur Vinted, mais ça fait quand même mal au cœur. Mais par contre, quand tu as acheté quelque chose qui est en friperie, qui est vraiment dans un budget un peu plus restreint, là, c'est quand même, tu peux t'autoriser à faire ce genre d'erreur et puis peut-être que tu le revendras au même prix, mais je trouve que c'est une bonne école pour affiner son œil, faire mûrir son regard et puis se dire finalement ça me plaît, ça me plaît pas et au fur et à mesure de comprendre un petit peu tout ça quoi. Je suis assez de cet avis et je voulais te poser une question, je viens de l'oublier. sur Vinted. Oui, non, ce que j'allais dire c'est que moi ce que je conseillerais dans l'échelle, si vous partez vraiment de zéro, premier truc je dirais chemise, investissez dans des chemises et des souliers de ville. Les souliers de ville, c'est vraiment la première étape. On sous-estime. Et ensuite, commencez les pantalons. En fait, vous commencez même pas par le costume. Avant que vraiment vous êtes dans un travail où il y a besoin du costume. Oui. Si vous n'êtes pas dans un boulot où il y a besoin du costume, moi je dirais c'est en dernier. Oui. On commence chemise, chaussures. Ensuite, les pantalons, de jolis pantalons.
Et après, on prend des vestes sport, très simple. Vous allez voir que la transition, elle va se faire toute seule. Même à votre boulot, vous êtes, mettons, dans une start-up, vous êtes, je sais pas, informaticien. C'est drôle parce que informaticien, tu sais, je pense que tu connais le milieu, ils sont tous en t-shirt, t-shirt Metallica. Oui, c'est pas une légende. T-shirt Nintendo, bon, on a compris. Oui. Si demain un informaticien il se ramène en costume 3 pièces, personne ne va comprendre. Je vais te donner après une anecdote, raconte. mais j'ai un ami en fait qui lui est pour le coup informaticien, et lui en fait le fait d'être élégant c'est limite un peu suspect parce que en fait être élégant et informaticien c'est limite tu te dis mais c'est quoi ce dandy, est-ce qu'il bosse, alors qu'on a l'image d'un informaticien qui est un peu limite un peu négligé et, qui est tout le temps au charbon, mais quelqu'un qui lui me disait mais Jordan, mais limite le fait d'être élégant, c'est limite ça desservait mon image parce que déjà parce que ça attire un peu la jalousie. Tu sais, Tu penses à Valentin? Ah non, c'est pas du tout cette personne-là, mais en fait, ça attirait déjà l'élégance au travail. C'est aussi, quelquefois, ça peut être aussi, ça peut créer aussi des tensions parce que quand tu es habillé d'une certaine manière par rapport à ton supérieur, il peut être jaloux. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a fait très souvent remonter. Cette personne-là, en plus, elle était informaticienne et elle me disait, écoute, dans le nouveau boulot que j'ai, parce que j'ai dû le quitter, dans une grande boîte en plus, il m'a dit, mais là, j'ai pas refait l'erreur. J'arrive en étant pas du tout habillé comme je suis. En plus, c'est quelqu'un qui va au Pitié Homo. Alors, dites-vous que c'est quelqu'un qui a quand même du bagage. Et il m'a dit, voilà, j'ai pas refait l'erreur. Je m'habille en décontracté. Et ça colle plus à l'image qu'on s'attendrait d'un informaticien. C'est triste, hein. Et ça, c'est très triste. Parce que moi, je suis assez volcanique et assez... en fait, moi, je suis quelqu'un qui est partisan d'assumer ses couleurs, ses idées. Et quitte à déplaire aux gens. Et en fait, finalement, parfois, on est obligé de faire preuve d'adaptation, de pouvoir un peu de se dire que là, bon, c'est pas... si ça met mon boulot en danger parce que le patron, il va pas être content, peut-être, oui, c'est mieux de pas... Mais ça est arrivé à plein de gens, de porter un costume et forcément, ils se mangent des remarques de très bon goût par certaines collègues de la gente féminine. Et ça crée des jalousies. Tu veux rire? C'est vrai. J'ai été en start-up, j'ai bossé dans une start-up où tout le monde était en jean t-shirt. Ouais. Basket, tout ça. Ma supérieure était une femme. J'ai remarqué que moi, j'y allais franco. Hein. Je pouvais mettre des 3 pièces. Ouais. Je pouvais, tu vois, j'y suis allé un peu progressivement pour voir un peu tâter le terrain. Mais déjà, mon premier jour, j'étais le seul en costume cravate. J'étais le seul de la boîte à mettre des cravates. Mais mon boss, c'était une femme. Et mon boss, c'était une femme. Et en fait, ça allait. Parce que je pense que le côté quand t'es mieux habillé que ton N+1, ça pose problème si c'est un homme. Alors qu'une femme, moi, j'ai pas ressenti ce problème. Et alors, c'est drôle parce que... Mais en fait, vraiment... alors que moi, j'étais en remplacement. Tu vois, j'étais un petit boulot de merde. Je dis les vérités. Et j'étais à un poste pas très intéressant. Et le fait que je vienne bien habillé, on m'a dit déjà, ça faisait le mec qui prend au sérieux quand même ce qu'il fait. Et en fait, des mecs qui étaient là dans la boîte depuis longtemps, je pouvais leur parler d'égal à égal. C'est-à-dire que moi, j'étais le petit sous-fifre, j'étais bien habillé, je parlais d'égal à égal. Alors, petite anecdote, je mettais au bout d'un mois et demi de boulot, je m'entendais très bien parce que je suis un peu bout en train et je mets beaucoup d'humour. Je donnais des gens, j'arrivais le jour à boîte, puis je donnais aux mecs et comme ça, je leur donnais des notes vestimentaires et tout. Et ah oui, d'accord. Mais moi, j'y allais franco, mais comme je le faisais avec beaucoup d'humour, ça allait. Mais je pouvais me le permettre parce que vraiment, j'adoptais un grand style. Mais je pense que j'aurais eu un boss, un N+1 homme, ça aurait été plus difficile. Je pense vraiment. Bah, tu sais, alors il y a une petite anecdote. Alors moi, je lis parfois aussi des bouquins, parce que je lis énormément, mais je lis des bouquins de développement personnel. Et il y a ce livre qui s'appelle Power. Alors je ne sais plus comment je crois que c'est de Robert Greene. Je crois que la deuxième loi dans Power, c'est ne surpasser jamais le maître. Et je crois qu'il donnait un exemple du roi Soleil, Louis XIV, qui avait, alors je ne sais plus quelle personne avait osé... on va dire, vouloir lui faire de l'ombre mais qui avait fini dans une geôle. Je crois que je peux me tromper, mais tu connais sûrement mieux le sujet que moi. C'est Colbert qui a fini. Pour moi, c'est Colbert qui était surintendant des finances. Et en fait, l'histoire, je crois vraiment que c'est Colbert.
Ah non, c'est pas Colbert. Est-ce que la régie peut vérifier qui Louis XIV pour moi, c'est pas Colbert, c'est Turreau. Mais en gros, il a été invité. En gros, ce ministre qui était surintendant des finances, qui était richissime, Voilà. a invité Louis XIV à une fête, à un dîner, un banquet. Et la fête était tellement magnifique, mais elle mettait à l'amende ce que faisait Louis XIV. Et Louis XIV l'a tellement mal pris que son ministre le mette à l'amende, qu'il l'a foutu en geôle, etc. Alors, il détournait peut-être un peu d'argent, c'est vrai, mais c'est surtout pour ça. C'est autre chose. On m'a dit c'est Colbert. Ok, c'est bien Colbert. Et bah tu vois, et en fait, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce chapitre-là, c'est que tu comprends que parfois, ta mise, elle peut changer beaucoup de choses, le regard des gens, les rapports que tu as avec les gens, et en bien ou en mal, ça peut, suivant les cas, donner lieu à des... Alors, avec les femmes, par exemple, c'est vrai que je rejoins ton point de vue. Pour l'avoir eu à de maintes reprises, effectivement, si on va dire, ta N+1 te voit de manière élégante, tu peux très vite avoir ce truc où t'es le petit chouchou. Enfin, je pourrais pas mieux le décrire que ça. T'es la personne, voilà, la personne qui est très bien habillée, très bien mise, qui renvoie une certaine beauté, et ça plaît. Ça peut, ouais, je suis évidemment d'accord. En fait, c'est triste, mais c'est humain. En fait, on a une période, et là, je rejoins un peu le fond de l'esprit, tu sais. Moi, dans ma chaîne Full Formal, j'essaye d'élever les gens un peu, ce que j'appelle l'esprit aristocratique, mais on peut parler d'esprit chevaleresque, d'être un gentleman, tout ça. Je me dis, il faut tirer les gens vers le haut. Mais le problème, c'est qu'on a une époque de telle médiocrité que les hommes qui sont, faut le dire, qui se complaisent dans une médiocrité vestimentaire, c'est-à-dire que vraiment, ils savent qu'ils pourraient faire mieux, mais ils se complaisent dans une médiocrité. Quand ils voient des gens qui sont élégants, qui font des efforts, ils vont pas se dire je vais faire mieux, je vais monter. Ils vont les tirer vers le bas, ils vont les descendre, ils vont les critiquer. Et ça, c'est vraiment, tu sais, c'est un esprit très médiocre. Et le problème, c'est qu'à notre époque, alors tu vas me dire, il a toujours existé à tous les temps, oui, bien sûr. Mais à notre époque, moi, j'ai remarqué vraiment tu as des jaloux, comme on pourrait dire, qui sont uniquement parce que toi, tu te fais d'ailleurs plaisir, parce que nous, on se fait plaisir quand on fait ça. Exactement, oui. Et ben, ils vont te descendre. Parce qu'on les renvoie sans même le vouloir, parce que nous, on est gentils, tu vois. Mais on les renvoie à leur propre médiocrité. Et ils détestent ça, et c'est pour ça qu'ils veulent, ils deviennent méchants, tu vois. Alors en fait, là, moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est hyper intéressant. C'est ce côté de la jalousie. Alors, je n'ai jamais trop exploré, mais je pense que tu as dû le vivre. C'est qu'on a l'impression, et ça, c'est pas pour décourager les personnes, hein, mais on a l'impression que quand on porte un costume, la personne ne va pas chercher à savoir ce que tu as bien fait, mais va chercher le moindre défaut. Oui. Est-ce que tu as mal noué peut-être un jour ta cravate, et te fera la remarque « Ah mais tiens, regarde !» alors qu'elle n'y connaît rien. Hein. Elle n'y connaît rien, elle ne connaît pas les règles, elle ne sait pas, par exemple, peut-être au-delà des règles, mais on maîtrise les règles. On est des passionnés, nous, on les connaît. Alors, est-ce qu'on les respecte ou pas, ça c'est autre chose. Mais on connaît la plupart des règles, on sait comment nouer notre cravate. Mais la personne qui va porter uniquement un costume lors d'un mariage, c'est elle qui va un jour te faire la remarque parce qu'elle cherche la petite bébête. Et en fait, endoser le costume, c'est quelque part, il y a une sorte de... Je sais pas moi, on a l'impression d'avoir une certaine responsabilité. Parce qu'on nous attend peut-être dans la ruelle pour chercher la petite bébête, pour te mettre un petit croche-pied, et quelque part c'est peut-être soit de la jalousie, ça je ne sais pas, mais quelque part il y a cette volonté de te chercher le moindre petit défaut, et alors peut-être qu'on renvoie une image tellement peut-être impressionnante qu'on cherche à nous faire redescendre, peut-être d'un étage ou peut-être de 2 étages, mais il y a cette espèce de... tu sais jamais quand tu es très bien habillé, quand ils n'ont rien à dire, ils se taisent, mais le jour où tu fais peut-être un petit écart, ou même parfois qui est voulu, hein, parce que parfois, tu sais, on peut...
je parle par exemple pour les cravates, il y a parfois tu peux laisser le pan un peu plus grand que enfin ça c'est des questions un peu techniques, mais parfois en fait on fait certaines choses qui sont exprès, mais pour le grand public qui ne savent pas certaines règles, on va dire sartoriales, vont penser que c'est quelque chose de mauvais goût. Et ils vont se faire la remarque, tu vas lui dire oui mais c'est fait exprès. Ah bon, ben je savais pas. Mais parce que cette personne-là, elle cherche la bébête en fait. Elle cherche à quelque part à trouver le moindre petit truc pour te dire, toi t'es différent. Il y a j'ai un ami que j'aimerais bien inviter d'ailleurs sur ce plateau qui s'appelle Jérémy, qui se reconnaîtra, qui m'a dit oser. Il me dit toujours, en fait, on atteint un stade supérieur quand on ose. Et en fait, c'est vrai. Et alors, je sais que ma chaîne s'appelle Full Formal et que c'est très, très engoncé, etc. Mais je vais faire d'autres émissions d'ailleurs prochainement où je vais expliquer, pour moi, le fond, une règle. En fait, ce que je critique beaucoup les influenceurs actuels, c'est qu'ils font des réels qui durent 1 minute, ils disent une règle, genre ils te l'expliquent, voilà, et puis ça sort de nulle part et tu dis il faut faire comme ça. Oui. Ok, très bien. Mais sauf que, ils l'ont appris souvent d'autres influenceurs qui se redisent, ça fait une boucle. Et 2, ils n'expliquent pas vraiment pourquoi il y a cette règle, à quelle époque, dans quel contexte, etc. Et les époques sont différentes, notre situation est différente. Et en fait, moi je dis, on peut être, d'ailleurs, moi je dis, moi j'adore être très formel, je le suis, mais j'aime bien aussi oser. Et il faut savoir oser. C'est ça que d'ailleurs aujourd'hui, je me suis dit, j'ai un truc que je fais pas souvent, mais je suis parti sur des couleurs très, je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis dit, je vais oser. Parce que en fait, ça c'est un truc où je vois beaucoup de gens, peut-être qu'ils osent pas encore, et vraiment, quand quelqu'un ose trop, ils vont avoir du mal. Et je sais que même parfois, moi je vois des gens qui osent des trucs, j'ai du mal, mais je me dis, au moins il a le courage de le faire. Et quelqu'un qui a le courage de tester quelque chose, en vrai, rien que pour ça, même si c'est parfois osé, je respecte. Et il faut comprendre ça. Alors, moi, ça me fait beaucoup réagir parce que c'est à la fois, en fait, ça me parle et on va mettre les pieds dans le plat. Moi, par exemple, je mets beaucoup de couleurs et je dis toujours aux gens, osez la couleur parce qu'on est dans un monde où quand tu vas prendre le métro, vous ferez l'exercice de regarder un petit peu qui porte de la couleur et l'effet que ça vous fait. Et moi, généralement, quand je vois une tenue colorée, ça me fait plaisir parce que je me dis, on est quand même parfois dans un environnement un peu triste, un peu... admettons, tu te lèves le matin, tu finis ta journée, tu allumes les actualités, ça va être assez triste. Tu vas pas... Et du coup, le fait de mettre cette couleur-là, tu as tout de suite l'impression d'avoir une personne qui tranche avec cette grisaille, cette monotonie. Et moi, pour ma part, je n'ai pas toujours porté de la couleur. J'en porte de plus en plus. Et pour te dire, dans les premiers mois, j'en portais quasiment pas. Parce qu'en fait, je voulais être dans les règles. C'est-à-dire, j'avais l'impression que tout le monde m'attendait au tournant. C'est-à-dire, au moindre écart, la moindre personne allait me dire « Ah mais lui, attends, s'il met de la couleur, c'est un peu un clown. » Et donc du coup, j'y suis allé progressivement, mais au départ, j'ai commencé avec du bleu. J'ai commencé avec du gris. Mais comme tu le répétais, dans toutes les émissions, à peu près dans tous les blogs, on te dit de porter du bleu et du gris pour ton premier costume. Donc c'est ce que j'ai fait. Tu sais, comme en soi pas une mauvaise idée pour voilà, commencer. C'est ça. Moi je dis toujours pour commencer, il faut être assez clair. Et c'est pas du tout une mauvaise idée. C'est qu'au début, tu commences, comme je le disais, en fait, tu commences, il faut pas prendre de risques. Parce que... et du coup, tu commences par le bleu et le gris. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'ai commencé avec beaucoup de bleu, de gris. Et puis après, au fur et à mesure, alors je pourrais pas dire au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4, mais au fil du temps, j'ai commencé à découvrir que je pouvais aussi un peu oser, un peu mettre de petites touches colorées. Tu sais, tu commences avec des pochettes. Pas forcément un costume, parce que moi, je trouve que c'est quand même très bien de commencer avec des costumes bleus. Mais du coup, tu as une pochette. Et ces pochettes-là, tu peux les changer au gré. Et donc, au fur et à mesure, tu peux même te dire, cette pochette-là, elle correspond un peu mieux à mon teint. Ça correspond mieux un peu à ma carnation ou pas. Et en fait, petit à petit, tu commences à oser un petit peu plus. Et moi, alors,
ça c'est aussi du fait de ma couleur de peau. Beaucoup de gens essayent de comprendre un petit peu au fond, est-ce que je suis sapeur? Est-ce que, tu vois, parce que le fait de porter de la couleur, effectivement, les gens dans la rue, hein, On ne fera pas d'imitation. dans la rue, et même moi, je pourrais même pas. Mais tu sais, alors ça, c'est suivant comment je suis habillé, on me met dans une catégorie ou une autre. Et donc, quand je suis en bleu, en gris, personne dans la rue ne m'interpelle. Et quand je commence à me faire vraiment plaisir, comme là, enfin, on va dire cet aspect de ma personnalité qui moi, me plaît le plus, c'est-à-dire être coloré, et ben là, pour le coup, des gens s'arrêtent. Dans mon quartier, les gens, je pourrais pas faire les imitations, mais v'là le sapeur. Conjuguer le verbe saper au présent du faubourg Saint-Honoré, tu as la ref. En vrai, j'ai pas la ref, mais je te montrerai. mais conjuguez-moi le verbe sexy au présent des Galeries Lafayette. Il y avait des trucs comme ça. D'accord. Mais, tu vois, et du coup, les gens, ils interprètent certaines choses. Et moi, tu sais, la vraie, et ça peut être intéressant. C'est, alors, je pense, alors moi, ça, c'est, je sais pas les auditeurs ce qu'ils en penseront, mais j'ai l'impression que c'est très français le rapport à la couleur, de vraiment pas oser, parce que je vais te faire la petite différence et la petite distinction. En Italie, les Italiens portent beaucoup de couleurs. Ouais. Et c'est ça la petite différence, c'est que moi, au début, on me disait, en fait, Jordan... Bon, certains avaient, ceux qui avaient un petit peu plus on va dire, qui ne voulaient pas mettre les pieds dans le plat, c'est, tu vois, ils essayent de mettre un peu les pieds dans les plats. Et moi, je me suis dit, bon, ils ont vu quelqu'un qui est noir et qui est habillé d'une certaine manière, c'est un sapeur. Mais au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à prendre un peu du recul là-dessus en allant au Pitti Uomo, puisque j'y vais tous les 6 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que les Italiens aiment énormément la couleur. Et en fait, j'ai compris que c'était quelque chose de très français de ne pas oser la couleur. Est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi d'ailleurs? Eh ben, je t'en prie. Les réponses historiques, on fait un petit cours. En fait, si tu regardes sous l'Ancien Régime, on adorait les dentelles. Oui. Les vestes, avant on avait les vestes à la française. Alors une veste à la française, c'était une veste longue, je ne sais pas si vous voyez un peu une jaquette, à quoi ça ressemble. Donc il y avait cette découpe baïonnette, enfin cette découpe princesse avec motif baïonnette à l'arrière, avec les 2 boutons jumelles qui étaient derrière, et qui tombaient très bas. Et il n'y avait pas de collar abattu, ça c'est une invention plus tardive. C'était des trucs comme ça, un peu mais en une pièce, qu'on portait avec un gilet. Et on portait pas de pantalon, on portait, tu sais, une culotte. D'accord, des chaussettes qui montaient vois. très haut, et tu avais le truc qui servait là. Et en fait, à l'époque, on mettait des broderies, on mettait de l'or, des trucs, c'était très 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 coloré. On adorait la couleur. Et en fait, parce que c'était avant l'esprit français, et c'est resté même c'est devenu sobre à la Révolution, puis la couleur est revenue au moment de l'Empire. D'accord. Au moment de l'Empire. Et après l'Empire, en fait, la mode féminine est restée en France. Oui. La haute couture est restée très française. C'est-à-dire qu'elle a inspiré le monde, on disait la France. Pareil pour la cuisine, c'est toujours resté la France. Mais la mode masculine s'est déplacée. Là où avant, durant l'Ancien Régime, la mode masculine, ce qui impulsait la mode masculine, c'était la France. Après Napoléon, ce qui impulse la mode masculine, c'est l'Angleterre. Oui. Et en Angleterre, ils sont très sobres. Oui. Et en fait, c'est tout ça. C'est pour ça que le niveau masculin, on s'habille en noir. Oui. En noir, en gris, même pas de bleu. C'est même pas le bleu, c'est le noir et le gris en ville. C'est la tenue de ville. No brown in town. Tu vois. Oui. C'est ces règles-là qui apparaissent. Et tout le 19e va être marqué par ça. Et ça va se libérer progressivement après la Première Guerre mondiale. Voilà. Et je crois alors... Est-ce que c'est pas ce qu'on a appelé la grande renonciation, le fait justement de renoncer à la couleur et de porter le noir? Je crois qu'il y avait comme une espèce de... En fait, on renonce à la couleur pour ne porter le noir. Et je crois qu'ils avaient appelé ça mais je ne suis pas... il faudrait justement faire peut-être une petite recherche parce qu'on essaye de ne pas dire non plus de bêtises. Mais je crois qu'ils avaient même appelé ça la grande renonciation parce que les hommes renonçaient justement... Et tu confirmes, je sais pas si... Alors, je peux pas confirmer, mais par contre, il y a un fait étonnant, c'est que si en extérieur, on s'habille
très sobrement, en redingote. À l'époque, on portait ce qu'on appelle la redingote. Je vais faire une émission sur la redingote. Reading coat. Reading coat, qui est un vêtement très particulier où on est noir ou gris, etc. On est très sombre en extérieur. En fait, les hommes, pour montrer leur différence, là où tout le monde est très... En fait, on est une période assez égalitaire. On a connu la République. Et la République, il faut comprendre comme elle se construit contre l'Ancien Régime, elle se construit contre le luxe, contre la couleur, les trucs. Et c'est une uniformité sobre de la société. D'ailleurs, il va y avoir... Avant la politesse, vous n'aviez pas la même politesse en fonction des castes, enfin en fonction des ordres et tout. Et pareil, chaque ordre de la noblesse ou tout ça avait ses habits différents. Et en fait, toute la société, au niveau de la politesse et du vêtement, va au fil du 19e s'uniformiser par un effet égalitaire qui a son positif comme son négatif. Je pourrais y revenir dessus à un autre moment. Mais là où les hommes, en fait, voulaient montrer leur différence, c'est les habits d'intérieur. Et en fait, quand tu regardes les robes de chambre de l'époque, les vestes d'intérieur, d'intimité, les vestes de fumoir, tu sais, où on se retrouve entre hommes, parce que les femmes ne fumaient pas à l'époque, bien évidemment. les femmes allaient au salon prendre le thé, et les hommes allaient au fumoir, et là, on retirait, tu sais, ces habits noirs, l'habit, etc. On retirait ces vêtements très solennels de dîner, et là, on mettait des vestes de fumoir, des vestes d'intérieur, ultra coloré, avec des broderies, avec des fermoirs Brandebourg, etc. Et c'est là qu'il y avait une petite différence qui se faisait. Ah bah oui, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde l'histoire de France, et c'est là qu'on comprend un peu mieux toute cette construction historique qui s'est faite vraiment au fur et à mesure des siècles. On prend il y a celle de... Alors je ne sais plus c'était quel peintre, mais la représentation de Louis XIV où il se tient comme ça, et il est on voit des superbes couleurs. On se dit mais ça peut pas être en fait. Il y avait même des talons. Voilà, c'est ça. C'est que en fait c'est là qu'on voit que ces règles et les normes évoluent en fonction du temps, parce que même si par exemple on dit c'est très français, mais on regarde que à une certaine époque les gens pouvaient porter énormément de couleurs, et c'est bien de comprendre maintenant qu'est-ce qui explique ce changement au fur et à mesure, et tu nous l'as très bien expliqué. Je pense que les cycles, si tu regardes, ils sont très liés au cycle historique. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, en l'Antiquité, l'époque moderne et notre époque actuelle, l'époque contemporaine depuis la Révolution, même si tu as une dévolution, tu as un principe même qui prend. C'est-à-dire que je pense que la prochaine révolution vestimentaire, la vraie grande révolution vestimentaire, ce sera quand il y aura une révolution civilisationnelle, politique, etc. Parce qu'avec un changement total de société. Et parce que si tu regardes quand même, depuis la Révolution française, la veste a fait son apparition, elle est toujours là. Même le smoking, alors le smoking date de 1880, mais il est toujours là. Et en fin de compte, même si on va voir dans les coupes, dans la largeur des revers, dans les trucs comme ça, tu as toujours, encore une fois, des intemporels. Alors un intemporel, comme je dis toujours, un intemporel, il n'est pas absolu, puisque durant l'Antiquité, on ne s'habillait pas comme ça. Mais il y a toujours des règles. Parfois, d'ailleurs, sur les couleurs, il y a des intemporels absolus, ça c'est certain. Mais je crois qu'il y a des grands cycles. Et le défi majeur d'ailleurs de notre cycle, c'est la fin du prêt-à-porter industriel pour le retour progressif, qui a un enjeu lié à la mondialisation. Et tu vois, et encore une fois, on est lié à des questions de grandes révolutions politiques, économiques. C'est-à-dire que notre retour aux vêtements, notre retour du rapport aux vêtements actuel, que nous on est sartorial, parce que sartorial, tu sais, c'est art tailleur, donc on est là pour mettre en avant l'art tailleur. Donc en fait, c'est pas simplement faire des beaux vêtements, c'est un rapport à l'économie, un rapport à ce qu'on achète, qui va être un rapport complètement différent. Et je pense qu'il y a ce côté, le vêtement n'est pas que pour lui-même, c'est un univers. Quand on porte un vêtement, on porte des idées, on porte des valeurs, on porte c'est un message. C'est exactement un message. Et tu sais, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est par exemple, tu as évoqué certains points. Moi, quand j'ai fait mon entrée dans la sphère sartorialiste, j'ai compris qu'il y avait deux types de personnes. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais un peu comme ce que tu m'as dit tout à l'heure, les personnes qui découvrent depuis, en fait, qui ont été toujours plus ou moins sartorialistes, mais en fait, ils ont toujours porté le costume depuis qu'ils sont jeunes. Et
je veux pas vraiment dire de bêtises, mais il y a aussi alors j'ai discuté avec beaucoup de personnes, il y a aussi l'idée de noblesse oblige. Pas forcément que ces personnes soient nobles, certains le sont, mais il y a toujours une certaine attention à porter à sa mise. Ce qui existe dans certaines franges de la société, et d'autres, comme moi, qui, en fait, tu peux porter plus ou moins ce que tu veux. Bien sûr, si tu viens débrailler avec de la boue sur toi, on va te dire, bon, un de tes parents te dira, bon, là quand même, c'est... Mais plus ou moins, tu peux un peu porter ce que tu veux, alors que l'attention portée aux vêtements, dans certaines franges, c'est peut-être un rapport qui est différent. Et donc moi, quand je suis arrivé dans cette sphère-là, j'ai observé qu'il y avait des personnes qui avaient plus ou moins grandi là-dessus, mais qui avaient eu un éveil un peu différent, où à un moment ils se sont dit « Ah, ben, je suis sartorial parce que quelque part, il y a quand même un petit changement, mais ils ont toujours au fond porté quand même le costume. » Et les gens comme moi qui arrivent et qui se disent « Ah, mais c'est génial, en fait, on peut porter des costumes par passion. » Pas juste parce qu'en fait, on a envie d'aller au travail ou au mariage. Et en fait, c'est un mode de vie, c'est un art de vivre. Et moi, ce qui m'avait séduit, par exemple, à l'époque, je voulais absolument ressembler au dandy, à Oscar Wilde. Cette idée... ben là, en plus, c'est bien. Tu parles d'Oscar Wilde. En fait... tu peux le présenter, vas-y. Tu peux te parler de ton rapport à Oscar Wilde.